Yo la guilde, je vous présente aujourd'hui mon guide de Naxxramas pour Wotelka classique. Vous trouverez dans cette vidéo un récap rapide des différents boss et sur mon site des informations complémentaires et détaillées des différentes capacités. Sur ce, générique. Pour commencer, je voudrais dire un gros merci à Minatoka, car on peut le dire, sans lui, la chaîne se serait arrêtée à la fin de Vanilla Classic. En effet, quand j'étais au moment le plus compliqué financièrement et sur le point de tout arrêter, et ben ceux qui me suivaient à ce moment-là, d'ailleurs vous vous souviendrez sûrement d'une certaine vidéo sur la chaîne un petit peu déprimante, il faut savoir qu'il a pris les choses en main, il m'a déjà soutenu financièrement à ce moment-là, en plus de me trouver un des plus gros sponsors de la chaîne, à savoir Lofi Girl, qui m'a permis de continuer jusqu'à mi-TBC et bien profiter de cette extension et également de la bêta de TBC à ce moment-là. On peut donc dire que c'est aujourd'hui lui qui sponsorise cette vidéo. Et donc, je vais vous présenter sa chaîne YouTube qu'il a lancée il y a quelques jours. Il faut savoir que s'il a pu m'aider, tout simplement, c'est parce qu'il a réussi dans l'immobilier et il a décidé de partager avec vous toutes ses méthodes pour devenir propriétaire, investir en bourse, rénover et faire des travaux dans des appartements. Vraiment, c'est à bon. Il a acheté et rentabilisé une vingtaine d'appartements en même pas 5 ans, donc c'est un fou furieux et il est parti de rien. Donc c'est du très solide et je vous incite fortement, si ce n'est simplement pour le remercier d'avoir aujourd'hui des guides, des vidéos et un site dédié à Wotelka en français, et bien de s'abonner à sa chaîne. C'est le premier lien dans la description. Donc voilà, je vous le demande, abonnez-vous à Jérémy Sensei, future grosse chaîne de l'immobilier et de l'investissement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont apprécier ces vidéos. Voilà, on clique sur le bouton rouge et on s'abonne. Pour ma part, si vous aimez le contenu beau classique et que vous préparez Wotelka, n'oubliez pas de vous abonner également par ici. Et si vous en voulez encore plus avec des guides spécialisés sur le Farm Gold et d'autres tutos bien spécifiques, vous pouvez rejoindre la chaîne pour avoir accès à des vidéos exclusives. Alors pour commencer, sur mon site internet et en description, vous trouverez le lien vers mon article donc du guide complet de Naxxramas sur Wotelka classique. Vous retrouverez donc ici en rouge, c'est la vidéo que je suis en train de faire, donc forcément elle n'est pas encore présente dans l'article, mais vous l'aurez ici. Et ce qu'on va voir juste après, c'est les différents boss, les différentes ailes, les trashs, etc. Vous aurez les timecodes en description pour pouvoir naviguer rapidement dans la vidéo, donc abusez-en. Néanmoins, pour ceux qui préfèrent la version papier, vous avez donc tous les boss ici, donc vous pouvez naviguer déjà rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc par exemple, vous voulez voir juste Anubrekan, hop, vous cliquez, ça vous amène sur le bon boss. Vous avez la vidéo qui est juste au-dessus et comme ça, vous pouvez voir les différentes capacités du boss, etc., etc. Pour ceux qui sont intéressés de connaître l'histoire au level 60, j'avais fait une présentation de Naxxramas déjà, donc c'est cette vidéo. Et vous retrouvez les vidéos des anciens boss level 60. Les capacités sont quasiment les mêmes. On va dire que 95% des vidéos qui sont présentes donc sur les différents boss sont bonnes. C'est juste qu'il y a certaines mécaniques souvent qui sont retirées. Donc souvent c'est des choses en moins et pas des choses en plus. Mais en tout cas, les vidéos sont très détaillées et puis elles vont lister les différentes capacités des boss surtout. Pour certains boss, il est possible, comme les 4 cavaliers, que je vous propose des stratégies différentes. Vous aurez la vraie stratégie de l'époque dans cette vidéo. Et ensuite, je vous mettrai une strat normale ici pour Wotelka classique. Il y aura aussi une autre stratégie qu'on va voir tout de suite dans la vidéo qui suit. Une strat de serveur privé notamment, où il y a toute une stratégie qui permet de rendre le boss beaucoup plus simple. Donc après, c'est à vous de voir quelle stratégie vous voulez utiliser. Mais il y aura plusieurs possibilités sur certains boss. Si le guide vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Si vous voyez des erreurs ou des choses à améliorer, vous pouvez également me les envoyer sur Discord. Du coup, on enchaîne avec le guide Wotelka. Et on commence ce guide tout de suite avec le quartier des araignées. On a ces packs là qui ressemblent un petit peu au mob d'une certaine instance à Jol Nerub qui vous hook en fait vers elle. Donc ça n'a rien de spécial, vous les tapez, vous les tankez, vous pouvez prendre d'autres packs en même temps. Là je ne suis pas hyper stuff, c'est sur les premières instances. Petite précision également sur le Nax, si je ne l'ai pas dit avant, c'est un Nax buffé, c'est-à-dire que les dégâts ont été augmentés, les points de vie ont été augmentés sur ce Nax. Ce n'est pas le Nax de l'époque de Wotelka, j'entends. Donc peut-être que ça ressemblera un petit peu avec notre version de Nax, puisque on va avoir une version aussi un petit peu buffée à ce niveau-là. On va partir à gauche, donc c'est Anubrekan, le premier boss qu'on va aller affronter. Il reste quelques trashs à faire, et on va passer en vue ce boss qui est soit extrêmement facile, soit vous allez wiper assez rapidement si la strat n'est pas respectée, puisque la mécanique de base du boss fait que quand vous avez un mort, en fait, ça va faire apparaître des ZAD, et plus vous faites apparaître ZAD, plus vous avez de chances d'avoir des morts et d'avoir des ZAD qui apparaissent, et assez rapidement, dès qu'on a 2-3 morts, ça peut snowball et amener au wipe très rapidement. Anub, vous le prenez comme ça, il a donc un tank qui va s'occuper des 2 ZAD, un tank qui va s'occuper de prendre le boss en lui-même. Au niveau du positionnement, soit vous vous mettez ici avec le boss pour ensuite partir sur le kitting qu'on va voir jusqu'après par là,
ou si vous préférez côté gauche, peu importe, et vous partez en kicking à ce niveau-là. Au niveau des adds, au niveau de la phase 1, il n'y a pas vraiment d'importance, vous pouvez vous mettre au milieu de la salle, ou vous pouvez vous mettre sur un côté, ça peut être intéressant je pense d'être à l'opposé de là où va être votre tank. Par exemple moi si je pars par là, vous commencez à placer les adds plutôt par ici, comme ça évitera de bumper par exemple les healers, ce qui va faire une empalée, en fait cibler quelqu'un aléatoire, donc ça peut partir sur le tank, ça peut partir sur un des mêlés, ça peut partir sur un caster, donc quand vous êtes en train de faire là tranquillement, ça peut être intéressant que les healers par exemple se trouvent par ici, répartis pour pas être tous paquets non plus, il y a de la place, mais plutôt tirer du côté gauche, et puis pour tuer les adds, vous les tuez à le côté opposé dans lequel est censé partir le kitting, comme ça déjà vous avez un petit peu le raid qui est placé pour la phase de kitting, et ça évite que quand vous êtes en train de taper les adds, les mêlées, il y a un empalé qui part dessus, qui chope les healers et les mêlées. Ça c'est un petit peu mieux réparti. Là je vais faire une toute petite pause aussi pour préciser quelque chose. Je fais un DBM pool, alors je sais que c'est quelque chose que tout le monde a l'habitude dans les DBM pools, c'est pas innovant, mais c'est juste qu'il y a une importance un petit peu supplémentaire sur Wotelka, donc je vous dis ça pour toute l'intégralité de tous les raids qu'on aura derrière. Le DBM pool va vous permettre de pré-pot. Et il faut savoir que sur Wotelka, vous avez le droit qu'à une seule potion en combat, donc c'est à dire que vous pouvez faire une potion avant le combat, lancer votre CD de potion, puis reclaquer une potion pendant le combat. Donc dans l'idéal, vaut mieux que ce soit les hunters qui ont une range assez importante pour faire le pool avec un détourne. Voilà, si vous êtes en paladin, vous pouvez aussi le faire au niveau du taunt, qui est pas trop mal, parce que le taunt va faire directement des dégâts, donc de la menace instantanément. Donc dans l'idéal, vous pouvez faire en même temps les deux. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'essayez d'être précis sur votre timer pool, et entre 1 et 2 secondes, vous faites le pool, et vous, de votre côté, les DPS et les healers avec vos potions, et les tanks, enfin peu importe, tous ceux qui veulent pré-pot une potion, claquez-la à peu près à 3 secondes pour pas prendre de risque. Si vous la claquez peut-être à 1 seconde, on sait jamais, ça peut fail, il peut y avoir une flèche qui part plus trop tôt, le taunt qui part trop tôt, vous risquez de perdre votre potion. Donc mettez-vous quand même une petite marge de manœuvre, mais voilà, en tout cas, pour l'explication à quoi sert le pool, surtout sur Wotelka, en plus de faire des pools propres bien sûr. Donc là on commence à se répartir les adds, je ramène mon boss, je me positionne ici. Donc pourquoi ici? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le boss il va faire donc ce qu'on appelle la nuée de sauterelles. C'est un peu la même capacité que Warcraft 3 pour ceux qui se souviennent, mais la particularité de cette nuée de sauterelles, c'est qu'elle va faire un silence, ce qui est extrêmement dangereux pour le paladin, pour la plupart des classes aussi, mais surtout pour le paladin, parce que pour le coup, en paladin, vous ne pouvez plus rien faire du tout, aucun sort, vous pouvez juste rester de face et prendre des coups, alors vous pouvez toujours pareil esquiver, vous pouvez plus faire de dégâts, enfin bref, voilà, c'est un peu la galère. Sinon, en soi, le boss ne tape pas très fort. Vous avez le timer donc du sort qui est en haut à droite, là on voit qu'il reste ici à ce niveau-là 32 secondes. La petite précision par rapport à ça, c'est que le timer ne sera jamais précis puisque c'est une probabilité après ce temps-là. C'est-à-dire que là, on est sûr qu'il ne va pas le lancer, mais une fois que le timer est passé, eh bien à tout moment, il pourra lancer le sort. Ça se trouve, il ne va pas le lancer, il va attendre 30 secondes avant de le lancer. Ça se trouve, au bout de 2 secondes, il va le lancer. Donc en gros, il faut être au taquet à partir de là. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je commence à tourner ma caméra en direction de là où je veux aller. Comme ça, j'ai pas besoin de tourner ma caméra, c'est déjà fait. Et dès qu'il va faire l'incantation, je vais partir. Là, vous avez deux méthodes pour faire votre trajet. Donc le chemin, hein, vous le voyez, je vais vous le dessiner rapidement. Voilà, c'est ici, vous allez suivre en fait l'espèce de bord et faire le tour de la salle. Et donc les deux possibilités pour faire ce trajet, c'est comme je vais faire ici, donc là avec une potion de vitesse. Il y a aussi le bijou joaillier qui vous donne 30% de vitesse d'attaque, de déplacement, pardon, mais je ne l'utilise pas. Déjà parce que je suis pas joueur, mais même si j'étais joueur, je ne l'utiliserais pas puisque les 30%, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas suffisants. La potion, c'est 50%. Ça vous permet de outrun. Regardez, j'ai plus le debuff ici. Et dans l'idéal, c'est quelque chose que j'ai fait dans les prochains raids. Donc ça, c'était dans les premiers raids que j'ai fait. Mais pour améliorer le truc, là, comme je suis pas silence, j'en profite pour claquer mon mur prot ici qui dure 12 secondes ou un peu plus avec le bonus T7. Et ce qui fait que quand le boss arrive, vous allez prendre quasiment aucun dégât. Là, je vais commencer à prendre des sérieux dégâts avec les dots alors que j'ai quand même perdu le debuff. Donc si vous n'arrivez pas à perdre le debuff, je vais même proc ici. C'est-à-dire si j'avais pas été pas le prot, mes healers étaient un peu en retard ou silence, hein, peut-être qu'ils étaient silence. Comme je n'ai pas les bots fusées à ce moment-là de la vidéo, je ne peux pas faire le retour. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un gros dégât de port, vous pouvez le faire en un seul trajet. Mais en général, sur le début de Nax notamment, vous allez devoir faire un autre aller-retour. Enfin un autre retour plutôt. Et là donc c'est le DK qui me l'a repris, qui a lui une potion disponible, parce que comme je vous ai dit je suis en CD de potion, donc je ne peux plus utiliser de potion, et du coup si c'est moi qui fais le deuxième kiting, je vais crever. Donc là c'est mon autre tank qui l'a pris, qui se prépare pour le locus qui arrive dans 30 secondes, et faire le trajet dans l'autre sens. Si vous avez les bots fusées,
et c'est ce que j'aurai plus tard et ce que j'ai eu plus tard, vous pouvez faire les deux tout seul, c'est-à-dire vous faites l'aller avec la potion de sprint, et le retour vous le faites avec les bottes fusées sans problème. Voilà, ça passe, vous pouvez le faire en solo tank entre guillemets, au niveau du boss. Néanmoins, c'est pas du tout un problème de le faire à deux tanks, ça ne pose aucun souci. Ensuite, on va pouvoir voir le rôle du off-tank. Du coup, vous avez sur chacune des transitions, donc là il fait le locus, vous avez un ad qui pop, donc on le récupère, on le met à l'opposé de là où est notre collègue. On le voit, il est en train de courir en haut à gauche de l'écran, vous le voyez ici, il fait son petit kitting. Pendant ce temps-là, on va tuer l'ad. Ça devrait faire pop des ads, hein. J'ai oublié de dire, mais de temps en temps, il y a des ads qui pop sur le boss, il faut bien les reprendre. Et sous les ads aussi, systématiquement, comme là, vous avez des petits ads, vous les récupérez. C'est pas un souci, ils sont assez faciles à tuer. Faut juste les récupérer quand même assez vite, puisque ces petits ads, mine de rien, sur moi, ils font rien, mais sur du tissu, s'il en a 2 ou 3, il peut mourir assez rapidement. Là, on voit qu'il y a eu un pop de fait, donc il y a eu un mort probablement, sur une chute ou je ne sais quoi. Donc en tout cas, des add on pop, on les récupère, on les envoie pas trop loin du boss, comme ça on peut faire peut-être éventuellement un peu de cleave. Là, il y a une capacité que je n'utilise pas assez, c'est la colère divine en paladin, donc n'oubliez pas, c'est des UD la plupart des boss, des mobs, donc vous pouvez gratter beaucoup d'aggro et de dégâts en faisant votre colère quand un CD, voilà, je viens de la faire. Et voilà le boss qui tombe, donc rien de bien compliqué sur ce premier boss. Et on passe à la suite. Le boss suivant qu'on va aller voir, ce sera la grande veuve Faerlina. Donc quand vous sortez hein, là, du boss, c'est à gauche. Il y a des trashs que vous pouvez skip, hein, là j'en prends, il y en a même pas mal que je prends sur la route qu'on n'est pas obligé de les faire, mais comme on les a très très vite, ça change pas grand chose. Donc voilà, j'essaie de prendre les ads, de les paquets, on avance, c'est les mêmes qu'au début. Quand vous arrivez devant la salle de Faerlina, là vous avez donc des trashs ici, il y a des trashs dans le couloir que vous allez prendre parce qu'il y a des patrouilles, donc prenez bien tout pour pas vous faire surprendre. Au tout début, ça risque de taper un petit peu, donc sur les premières idées, et encore on ne sait pas exactement comment Blizzard va buffer notre Nax, mais normalement ça devrait être assez facile. Et la salle à terme, vous pouvez la faire normalement en one pull. Vous pouvez vraiment tout prendre, tout paquer avec un CD de raid, ça passe sans trop de problèmes. Ici, on y va tranquillement, on les fait pack par pack et vous prenez pas trop de risques. Ils font des shadow balls sur tout le raid, c'est pour ça que ça peut faire un petit peu de dégâts. Alors, la princesse Faerlina en elle-même, elle a deux compétences. Hein, ça va être du poison sur le raid qu'il va falloir dispel avec du dispel mono ou des totems, etc. Des pluies de feu qui font vraiment très très mal, donc il faudra les éviter à tout prix. Et des adorateurs qu'il faudra contrôle mental et en fait utiliser une capacité qui va ressembler un petit peu à une explosion des arcanes de mage, et cette capacité va faire que Faerlina ne pourra pas enrager. Si vous ne la faites pas, si vous ne faites pas ces capacités, l'enrager est extrêmement violent. Qu'est-ce que je fais? Je fais une sorte de cercle comme ça, je vais vous montrer un petit peu le chemin. On parque les ads ici à MC, on va faire une sorte de vivier sur lequel le prêtre pourra aller faire ses MC tranquillement, et moi je fais une sorte de cercle comme ça dans la salle. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, soit vous faire des cercles, vous pouvez faire aussi tout simplement des allers-retours. Ça peut être une stratégie valable à la fin, c'est ce que je faisais, parce que ça permettait de rester assez proche des mobs AMC et d'éviter d'être par exemple à l'autre bout de la salle et que le mec il fasse ce MC et qu'il soit obligé de se balader sur toute la salle avec son MC pour anticiper le désenragé. Donc ça peut être plus intéressant de rester proche de l'estrade ou de là où est stocké vos différents ads que de faire le tour comme je le fais là. Mais ça marche aussi, on l'a tombé sans trop de problèmes comme ça aussi. Alors pourquoi je tourne comme ça en rond? Vous voyez la pluie de feu qui a proc ici sur nos mêlées. À partir du moment où vous avez tous les cacs qui sont sur le boss, comme ça pop sur un joueur aléatoire et que vous avez beaucoup de mêlées sur vous, vous avez des fortes probabilités que ça vous tombe dessus. Donc c'est pour ça on essaie de rester en mouvement, on recule, etc. etc. Au niveau de l'enrage, il faut absolument qu'elle n'enrage pas. Donc c'est à vous de timer, vous avez le CLD ici, qui est assez précis normalement, à voir si DBM fonctionne bien au début, mais vous voyez il y a le losange qui est ici. Voilà, il y a le gars qui a AMC, il est là. On voit le timer, il est à 4 secondes. Là, déjà, pour moi, c'est un peu risqué. À 4 secondes, c'est largement suffisant pour aller le faire exploser. Pourquoi? Parce que quand elle enrage, c'est du one-shot. Sachant que moi, je suis paladin, donc je peux potentiellement faire un proc qui fait que je ne fais pas one-shot. Et derrière, je claque tous mes CD et un mur prot. Mais malgré ça, elle peut quand même me two-shot et me tuer assez rapidement. Donc là, on voit ce qui s'est passé, c'est que le MC à break, il est ici, là. Le MC à break, et là, il est toujours à côté, il n'a pas été tué pour l'instant. Là, à tout moment, elle peut enrager. Là, il l'a re-MC, hop, et il l'a fait. Donc ça a fait une sorte d'explosion des arcanes, et on a eu de la chance, elle n'a pas enragé. C'est-à-dire que c'est un peu comme le sort, j'ai l'impression, d'Anub. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le timer d'enrager qui arrive, potentiellement, elle peut rager à tout moment. Donc là, elle l'a pas fait, donc on a eu de la chance. Normalement, l'effet s'applique pendant 1 minute. Donc à vérifier encore une fois sur notre version. Hein. Peut-être que comme ils ont prévu de buffer l'instance, etc., on ne sait pas sur quoi ils vont agir.
mais ça va empêcher du coup la prêtresse de s'enrager pendant une période donnée de temps. Donc normalement c'est 1 minute, peut-être que ça sera 20 sur notre version à nous, à vérifier. En tout cas vous pouvez le faire par anticipation, c'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre qu'elle enrage pour faire le sacrifice à côté. Et ça c'est très important parce qu'elle fait tellement mal que si vous la laissez enrager, elle risque de vous one-shot. J'en profite ici pour vous montrer un petit fail où on a été trop en retard sur l'enragé du coup. Là je prends rien, je suis full life, tout va bien. Et là, regardez, elle passe en enrage. Je vais vous remettre la séquence. Là je suis pas full. Hop, enrage instantanément chez proc. Donc c'est à dire qu'en fait elle m'a OS au moment où l'enrage est apparu. Elle me met une attaque, alors je sais pas si c'est voulu, je pense qu'au moment où elle passe en orage, elle met une attaque auto en fait. Il y a peut-être une mécanique qui fait qu'on prend une attaque au moment de l'orage, je ne sais pas, parce que c'est vraiment... C'est bizarre en fait que je prenne autant de dégâts instantanément au moment où elle prend le buff, donc à mon avis il y a une mécanique volontaire ici. En tout cas, les dégâts de l'orage sont monstrueux, j'ai proc instantanément, donc ça veut dire qu'elle m'a fait l'intégralité de ma barre de vie, à peu près 36 000 HP. Donc ça fait extrêmement mal. Là j'ai claqué mon mur prot, normalement, voilà, j'ai mon mur prot, j'ai claqué absolument tout ce que je pouvais pour réduire les dégâts, donc on va dire ça va, je mets des parades aussi. Les 6 esquives, donc ça va, j'ai pas pris une deuxième attaque qui a pu me OS, mais c'est pour ça qu'il faut impérativement dispel l'enragé avant qu'il se produise, parce que sinon vous risquez de perdre votre tank. Encore si c'est un pas le tank, vous avez une deuxième chance, mais sur tous les autres tanks du jeu, ça sera du one shot sans zéro. Voilà, il y a la fin du kitting, le boss meurt, on loot et on passe à la suite. Et je vous passe les trashs suivants qui sont exactement les mêmes qu'au début, donc aucune difficulté à ce niveau-là. Et on arrive du coup dans la salle du dernier boss de l'aile, à savoir Maexna. Donc Maexna, c'est simple pour vous résumer un petit peu ses capacités. Elle va faire des entoilés, donc c'est-à-dire qu'elle va mettre des gens contre le mur qui est juste à ma gauche, là, le long du mur, donc 4 ou 5 personnes, je ne sais plus exactement. En tout cas, un certain nombre de joueurs vont être contre le mur. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur les capacités des boss, allez voir les vidéos dédiées. Donc, sur ce boss-là, vous allez voir, je vais le tanker assez proche du mur, justement pour que tout le monde soit à portée des entoilés et qu'on puisse les libérer rapidement. On fait notre petit DBN pool. Voilà, ça prépare les CD. Donc pour moi, il n'y a pas de règle non plus au niveau du placement. Je le mets ici à gauche, mais vous pouvez le mettre plus au centre de la pièce. L'idée, en fait, c'est simplement de les rapprocher près des entoilés. Voilà, de vous faciliter la vie près des entoilés. On voit qu'ici, il y avait un entoilé ici, WebWarp derrière, qui s'est fait déglinguer. Vous avez des pop dad aussi, également à ce niveau-là. Donc, la Love Tank qui s'en occupe. Même avec la consécration, on peut les récupérer potentiellement. Ensuite, vous avez ici la capacité que vous voyez au centre qui s'appelle Web Spray. Eh bien, ils vont être stunnés, ça fait des dégâts et ça vous étourdit pendant 5-6 secondes. Sur classique, je crois que c'était plus long, c'était 8 secondes, mais là c'est un peu plus court. Donc surtout au début, quand vous n'êtes pas trop gear, il faudra l'anticiper dans l'idéal. Donc là, on a vu que j'avais un poison, il a été dispel, mais ça c'est très important, le poison, je vais revenir en arrière. Voilà, vous avez le timer des autres, ça c'est bon. Vous avez donc le web spray qui arrive et vous allez voir juste avant le web spray, je me tape un poison qui peut être assez chiant. Voilà, j'ai mis en pause, j'ai pris quasiment les deux en même temps. Donc là, il faut dans l'idéal un abolish druide ou un totem poison pour dispel ça, parce que ça réduit les heals, je crois, de 70-80%. Ce qui fait que si vous avez des hots pendant le stun, du coup, ça va pas vraiment vous aider à tenir. Donc c'est important de dispel bien ce poison. Aussi, là, j'ai une sacrifice de paladin, je vais vous l'afficher ici, en haut à droite, si vous la voyez, je l'ai entouré. Donc ça permet de réduire les dégâts de 30%. Le paladin qui le fait, il peut faire une bulle comme ça, il prend pas de dégâts. Ou une sacrée raid, donc divine sacrifice, pour réduire au maximum les dégâts sur le tank. Vous pouvez en claquer au début, puis après commencer à les conserver, puisque vous en aurez besoin sur l'enrage. C'est-à-dire qu'il y aura les mêmes mécaniques, mais le boss tapera juste beaucoup plus fort. Donc c'est là où il faudra claquer, faire une rotation entre le mur prot, le sacrifice, les sacrifices divines. Donc c'est intéressant d'avoir des paladins, que ce soit des palerettes, des polils, etc. pour enchaîner des différents sacrifices. Les prêtres, évidemment, vous avez la PS, vous avez les ailes du prêtre sacré, etc. Donc tout ce qui peut améliorer la survie de votre MT1 sur les phases de stun, surtout au niveau de l'enrage, vous les claquez. Normalement, ça pose pas de problème. Potentiellement, il est peut-être possible de bulle cancel bulle le stun. J'ai pas essayé, mais en tout cas, je crois que le trinket humain ne marchait pas, ou le trinket PvP ne marchait pas. Donc, éventuellement à retester sur nos versions classiques, c'est possible que ça fonctionne. On ne sait jamais. Et sinon, c'est à peu près tout. On a fait le tour des mécaniques. Donc voilà, on heal, on tue les cocons, on tue les ZAD, on dispelle le poison. On anticipe les stuns et on claque les CD sur la phase d'enrage et la bloodlust sur la phase d'enrage pour le défoncer à ce moment-là et on est bien. Je vous montre rapidement la phase d'enrage. Ici on prend un stun, j'avais le poison, il a été dispel. Je prends un proc, donc là j'étais vraiment pas loin de mourir, c'était très très chaud et je pense qu'il n'y avait pas de CD particulier. Donc voilà, ça c'est à éviter absolument, on anticipe au maximum
la phase d'enrage est cédée sur le temps. A noter que ici je vais mourir et que le off-tank va le récupérer pour le terminer avec ses propres CD. Donc le boss est tauntable, ce qui le rend beaucoup plus facile. Donc si vous avez, en général, vous aurez 2 ou 3 tanks sur les boss, donc ça sera assez facile en cas de décès du MT1 de le terminer quand même sur l'enragé. Ça m'étonnerait que vos 2 tanks meurent normalement. C'est peu probable. On enchaîne ensuite avec le quartier de la peste. On va essayer d'aller faire ça, de voir ça assez rapidement. Au niveau des trushs, il n'y a pas grand chose à dire, si c'est les mêmes qu'ici, sachant qu'on est sur une version buffée. Bon, il n'y a pas grand chose de difficile, hein. Ces mobs là ne tapent pas très fort, en tout cas sur cette version là. À voir sur classique ça tape un peu plus fort, mais dans tous les cas ils sont stunables, vous pouvez tout leur faire. Donc il n'y a pas de souci. Les gargouilles, on va laisser les choper, on va avancer un petit peu. Voilà, les gargouilles ici. Donc je vous déconseille de prendre les 3 en même temps, il y a une patrouille et puis après il y a des packs de 2. Vous pouvez les faire par 2 sans problème. 3, surtout en début, ça peut être assez chiant. En gros, vous allez stacker des debuffs, ces debuffs vont faire des dots, enfin c'est un dégât sur la durée qui va se rafraîchir quasiment à l'infini, se stacker à l'infini. Et si vous en avez trop, bah au final vous êtes submergé, vous hypez. Bon, si vous en avez 3, honnêtement ça se fait à 3, hein, mais il faut faire, vous pouvez faire un petit peu de cleave et du focus à partir de 50%. Il faut pas, voilà, il fait son stone skin en fait à 50%, et si vous le tombez pas assez vite, il va se heal full. Et du coup faire durer le combat et du coup vous tuer avec les dots. Donc voilà, faut faire un peu de cleave mais aussi énormément de mono, surtout à la fin. Donc mettez un symbole, mettez une tête de mort et défoncez le mob qui a la tête de mort. Si vous avez trop de stack pour X raison, voilà, vous avez fait un fail pool ou je sais pas quoi, et ben vous pouvez tout simplement à la fin du combat aider vos healers, vous claquez tout de suite de la bouffe. Normalement vous avez des stacks de bouffe de mage, bah, vous aidez les healers, ça va faire de la régène, et pendant que les healers remontent le raid, vous allez les aider avec la bouffe. Voilà. Au niveau de Note le porte-peste, hein, je crois que c'est ça, bah, tout simplement, il est pas très compliqué, vraiment, même peut-être trop simple, c'est pas un boss très compliqué. Il n'y a qu'une seule mécanique qui peut potentiellement vous faire avoir quelques joueurs qui vont mourir, mais je pense que c'est pas vraiment ça. Je sais qu'il met des debuffs aussi sur le raid, peut-être à Dispel, je ne sais pas. Alors je me permets de faire une petite pause ici, puisque contrairement à ce que je dis, il y a quand même une mécanique qu'il faut éviter d'oublier, c'est la malédiction du porte-peste, donc le fameux Dispel dont je viens de parler là. En fait c'est une malédiction qui frappe 3 joueurs à 10 et 8 joueurs à 25, et si vous ne le dispelez pas, vous avez 10 secondes pour le dispel. Si vous ne le faites pas, ça va probablement vous faire wipe. Donc voilà, j'ai préféré quand même le préciser. Si vous voulez encore une fois plus de détails hein, sur les compétences spécifiques du boss, vous pouvez aller voir la strat 60 sur le guide que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais bon voilà, il est pas super compliqué quoi. Donc en gros, il faut juste faire attention à son TP. À un moment, il va TP en fait dans le raid. Et il faut le taunt. Et le problème, c'est que s'il TP à côté d'un tissu, potentiellement il va le one-shot sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, puisqu'il reset les coups blancs et il attaque tout de suite instantanément. Donc des fois, il y a des morts, vous pouvez rien y faire. Bon, c'est pas très grave, vous faites un petit bérez. Mais bon, voilà, c'est le seul truc un peu chiant de tout le combat. Sinon, il y aura des petits adds qui vont pop et c'est pas du tout un souci. On va avancer sur le combat. Voilà, on va le pull. Vous allez voir, je le mets dans le coin là où je me trouve. En vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles. Hein. En fait, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre où on veut. Je pense que c'est simplement pour l'arrivée des adds, c'est vrai qu'ils arrivent de le côté opposé sur lequel on se trouve. Ensuite vous avez les adds qui arrivent, vont être récupérés par le love tank, vous pouvez les paquer et ensuite les AOE, les stun, etc., etc. Arrivé à 50% à peu près, il va se téléporter sur son balcon, et là il y a des adds qui vont pop. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur cette phase, hein. Les adds tapent pas fort, ils sont faciles à manœuvrer. Je crois qu'il y en a 2 types, il y a des mêlées, il y a des casters, mais bon, même les casters qui font des AOE, ils font vraiment pas très mal. Vous pouvez les stun, donc Kuro divin, enfin vous pouvez tout leur mettre, il n'y a pas de souci. Vous les tuez rapidement, et il le fait, je crois qu'il y a 2 invocations, et après le boss revient. Et ensuite, bah, c'est pareil pour la fin du combat. Vous le tuez tranquillement, vous faites les loots, et vous passez à la suite. Voilà. Au niveau des trash, ensuite, on est sur une salle qui était assez chiante à l'époque sur ce serveur, encore une fois, hein, c'est à prendre avec des pincettes, les mobs ne repop pas. C'était un petit peu la particularité à l'époque de cette salle, c'est qu'on avait un repop très rapide, donc si vous traîniez derrière, c'était très chiant. Là, ça ne repop pas, donc ça rend le truc extrêmement facile, en plus les trash loot, voilà, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Donc à voir sur notre version classique, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse repop sur notre version, mais on verra bien. En tout cas, je vous conseille de pas trop AFK dans cette salle, donc vous pourrez faire un petit AFK quand vous êtes devant le boss, il y a une safe zone, et vous faites des gros packs, et vous faites des AOE. Ça tape quand même pas trop mal hein, quand on a beaucoup de mobs ici,
C'est pas non plus si facile que ça, donc faites attention à la taille de vos packs. Mais bon, vous pouvez quand même faire des trucs assez conséquents. On arrive sur le boss, vous avez la safe zone qui est à droite. Alors, Egan l'impur, c'est la danse. C'est un boss que je pense beaucoup de mon aime. Moi j'aime beaucoup ce boss, il est assez sympa. Il y a un changement majeur par rapport à la version classique et la vidéo que j'avais déjà fait à l'époque dessus. Encore une fois, vous pouvez voir la vidéo pour vous faire une petite idée du boss, peut-être un peu plus en détail sur ses capacités. Mais concrètement, la capacité principale qui ne va pas faire, c'est la téléportation dans la pièce qui se trouve au bout. Normalement, vous avez vu en face, il y a une pièce ici. Et en gros, vous aviez des joueurs aléatoires qui étaient TP. C'est un long couloir comme ça qui va jusqu'à la gauche. Vous étiez TP en fait à gauche et il fallait comme ça éviter les différents A. Donc c'était une sorte de parcours pour revenir ensuite dans le combat et dans la danse. Donc je pense que le fait qu'on ait plus 40 mais 25, ils ont retiré cette mécanique. Je pense qu'ils auraient pu la laisser parce que c'était assez sympa en vérité. Et il aurait simplement fallu réduire soit la fréquence des TP ou le nombre de personnes TP. Mais c'est un petit peu dommage qu'ils ont retiré cette compétence. En tout cas, elle n'y est plus sur la version de OTLK. À voir s'ils la rajoutent et la remettent potentiellement sur la version, notre version classique, puisque on avait vu des compétences qui avaient été delete sur TBC, qui avaient été rajoutées sur certains boss. Donc c'est pas impossible qu'ils le remettent en vérité. Donc affaire à suivre. En tout cas, au niveau du combat, donc vous avez les casters et les healers qui vont être sur la plateforme et les mêlés qui vont être sur le boss. Le boss fait une AOE, je crois, de dégâts ou anti-mêlée, ou quand vous êtes sur la plateforme, en tout cas, on peut pas tous être dessus, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Même s'il existe une stratégie quand vous êtes très très bien stuff qui vous permet de zerk le boss, ne pas faire la danse et tout le monde va sur la plateforme et on le défonce, apparemment c'est quelque chose qui se fait. Mais nous on n'a pas fait, donc je vous montre la stratégie un peu plus classique. Donc c'est simple, le boss on va le ramener là où je me trouve, il va y avoir des zones de feu au sol. Je vous ai mis ce run en particulier parce que j'avais fait une erreur au niveau du placement, donc comme ça vous verrez ce qu'il ne faut pas faire parfois. Et donc du coup comment améliorer vos placements sur ce boss qui est... voilà, c'est vraiment le rôle du tank de bien se placer à chaque fois, parce que les gens vont se passer sur mon carré, et donc du coup si le carré est mal placé, bah, vous pouvez assez rapidement perdre des joueurs, voire faire wipe tout de suite votre raid. Allez, on fait notre petit DBM pool, les détourne, et en avant, on ramène le boss. Donc le boss est tauntable, hein, il n'y aura pas vraiment de soucis d'aggro normalement à ce niveau-là. L'aggro n'est pas un problème au passage sur le jeu, enfin, pour l'instant je n'ai pas remarqué que c'était un problème, je suis même pas capé toucher ni expertise. Pas du tout de problème de menace avec les détournes, ça va très très bien. Ça va venir un peu plus tard, je pense, quand les gens ont plus de stuff. Donc là, il faut faire attention de vous donner de la visibilité sur la partie droite pour, là, on voit que j'ai tourné ma caméra, pour bien voir les flammes pop, et c'est ça l'erreur que je vais faire un petit peu plus loin, donc vous verrez. Au niveau du placement, je vais essayer de vous montrer, voilà, ici on voit bien sur cette frame. Donc, en gros, on pourrait imaginer qu'est la salle si c'était en mode facile, entre guillemets. On a la salle comme ça, on a la zone 1, 2, 3 et 4, comme ça. Sauf que les flammes, elles pop pas exactement dans ces zones-là. C'est un petit peu plus... pas compliqué, mais c'est un petit peu différent. Donc je pense qu'ils ont fait exprès, justement, pour pas que ce soit trop facile. C'est-à-dire que moi, le repère que j'ai ici, c'est-à-dire que les flammes, en fait, elles sont pas ici, elles commencent, la zone, elle est à peu près comme ça, en gros. Donc du coup, pour pas me gourer, j'ai pris un autre repère, et c'est cette espèce de pointe qui est là, et j'ai une autre pointe qui est là, et en fait ça c'est mes deux repères entre guillemets pour placer mon raid au centre. Donc j'essaie toujours de m'aligner avec cette pointe là, comme ça, et là c'est pareil, j'essaie toujours d'être à peu près dans cette zone là. Et en général, bah, c'est même pas en général, c'est le bon placement pour ne pas prendre les ticks au middle, enfin c'est mes repères en tout cas pour pas me gourer. Voilà, et donc du coup vous allez voir souvent je dépasse, je vais plus à droite pour placer mon mob où je veux, enfin mon boss où je veux au milieu. Puis ensuite je fais un retour pour me placer correctement. Donc ça continue comme ça jusqu'à la phase 2 qu'on va voir soon. Et donc du coup rien de très compliqué. Tant que le tank est bien placé et que vous êtes capable de suivre le gros symbole, normalement il ne devrait y avoir aucun souci. Donc ici je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. Je me suis un petit peu endormi ou j'ai perdu ma concentration, je ne sais pas. En tout cas, j'ai placé mon boss et je regardais vraiment mon boss comme ça et je n'ai pas vu que les flammes étaient déjà pop ici. Et là je l'ai pas vu. Et donc il y a des joueurs qui ont commencé à se déplacer et moi je n'ai pas bougé. Et là j'ai vu les gens partir, j'ai fait merde. Et malheureusement il y en a qui me suivaient moi, parce qu'ils étaient concentrés sur leur DPS et qui n'ont pas eu le temps de bouger, donc ils sont morts. Donc tous ceux qui sont morts, en gros c'est de ma faute parce que j'étais trop lent en fait à déplacer le boss. Donc après c'est sûr, les joueurs potentiellement sont censés se gérer,
Mais en fait non, il faut vous mettre un symbole et il faut impérativement que le tank soit réactif et fasse son job, et ça vous permet aussi aux DPS d'avoir plus d'attention sur leur DPS et de se concentrer sur leur cycle et faire un DPS beaucoup plus propre. Donc c'est très très important que le tank maîtrise bien sa danse et ne fasse aucune erreur de placement, et comme ça vous allez carry le DPS de votre raid qui vont vraiment pouvoir se concentrer, s'ils ont bien confiance en vous, se concentrer sur leurs dégâts. Voilà, une fois que la danse est terminée, on repasse en positionnement 1, les healers et les casters se repositionnent et ça recommence. Ensuite, vous avez une petite salle de trash. J'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, juste quand même faites attention parce que ça tape assez fort. Donc voilà, on n'est pas trop de tanks. Là, je prends beaucoup de dégâts, donc ça peut valoir le coup de claquer des CD. Vous n'en aurez pas spécifiquement besoin tout de suite. Donc vous pouvez mettre des CD ici et prendre un maximum de packs et avancer sur le boss. Lo Ateb, c'est un boss qui est quasiment le même qu'à l'époque. Donc encore une fois, si vous voulez les noms des compétences, etc., plus de détails, vous pouvez voir la vidéo que j'avais fait à l'époque. Vous l'avez en description. Au niveau du boss, donc c'est simple, moi je le place ici en général. Donc vous allez avoir des spores qui vont arriver à droite, à gauche, etc. Ces spores-là, il faut que ce soit les DPS qui le récupèrent et qui le tuent à leur cac. Donc ça fait une explosion, une AOE. Cette AOE va vous buffer, ça va augmenter énormément vos dégâts. Mais en contrepartie, vous ne faites plus d'aggro. Donc c'est hyper intéressant sur les DPS. Faites très attention de ne pas l'avoir évidemment en tank. Vous pouvez l'avoir plus tard, mais pas au début, histoire que le temps que tout le monde récupère de l'aggro, que vous mettiez un gros trou d'aggro. Quand vous commencez à être pas loin du million d'aggro, vous pouvez le prendre, c'est pas grave. Petite mention spéciale pour les paladins, puisque vous avez la possibilité de claquer votre bubule pour retirer le debuff, ce qui n'est pas le cas des autres tanks. Donc ça peut vraiment aider d'avoir un paladin qui tank ici. S'il y a une erreur, regardez, par exemple là j'ai pris le debuff, je sais pas, voilà, j'étais pas très très haut en menace, donc je pense que je vais claquer la bulle pour me retirer le debuff quand ça sera opportun. Voilà, bulle cancel bulle, le boss n'a pas bougé, hein. Bulle cancel bulle, c'est je bulle et je annule mon aura de bulle, donc il faut une touche évidemment pour faire ça. Vous le faites très rapidement, le boss n'a pas le temps de taper qui que ce soit d'autre. Donc voilà, le paladin est encore un petit peu trop cheaté, mais voilà, c'est une bonne petite astuce. Sinon, au niveau des compétences, donc il y a une compétence qui empêche le heal sur le raid, là je l'ai repris, bon, je pense que c'est pas très grave, j'avais pas mal d'avance. Il y a une compétence qui empêche le heal, c'est le debuff violet qu'on voit en haut à droite. Voilà, et en fait, quand vous avez ce debuff, vous ne pouvez pas faire de soins. Et entre contreparties, vous avez d'autres debuffs qui vont faire des dégâts sur le raid, donc là on voit qu'il y a une grosse AOE qui vient de pop sur le raid, plus un dot, etc. Et donc du coup, il faut attendre que le debuff violet qu'on voit ici parte pour qu'on remonte le raid. Là, il part, hop, on a beaucoup d'AOE, ça remonte le raid, etc. Moi, je mets un petit jugement de lumière à ce moment-là sur le boss. Et ensuite, ça remet le debuff violet, on peut plus heal de nouveau. Donc après, c'est à vous de bien gérer la Doom, c'est-à-dire c'est le debuff que vous voyez là, il reste 3-4 secondes, de mettre une sacrifice sur le raid juste avant que ça explose, pour réduire au maximum les dégâts. Donc vous pouvez faire une rotation avec vos paladins, et comme ça va éviter que vous soyez un petit peu trop débordé. Donc faites-le quand vous voyez que certains sont pas full, sont à 50% par exemple, ça peut vraiment valoir le coup. Là on voit par exemple Mesabot, il est pas full, et ben ça peut être le bon moment, ici là, ça peut être le bon moment pour mettre soit une sacrifice en mono sur lui, vous pouvez utiliser les sacrifices comme ça aussi, soit de mettre une sacrifice, donc c'est le blanc ici que vous voyez en bas, le sacrifice divin, qui va réduire les dégâts de l'intégralité du raid. Donc ça peut être souvent les paladins protection qui vont l'avoir, et les paladins heal s'ils ont fait l'aspect avec. Donc voilà, une bonne utilisation de sort défensif de raid sur ce boss là. Et ensuite, pas grand chose d'autre qui se passe. On va prendre des dégâts comme ça tout du long. Si c'est bien géré, si on top bien tout le monde, et que vous avez un bon DPS et que vous avez bien récupéré les spores sur tout le monde, et bien le boss devrait tomber assez facilement. Et voilà, on passe au loot, et on chope les épaulettes d'ailleurs là-dessus. Et on va passer à l'aile suivante. On enchaîne ensuite avec l'aile des abominations. Donc du coup au niveau des trash, les premiers trash c'est les abos. Vous allez voir ici, elles sont pas très difficiles, elles font des cleaves, elles font des stuns, des sortes de coups de tonnerre, qui font une stun de zone. Honnêtement, avec un petit peu, là on vient de le voir, avec un peu de stuff, vous pouvez vraiment en prendre beaucoup. Elles font pas très mal en vérité. Mais ça peut demander l'utilisation de l'IP, donc les fameuses potions qui vous empêchent d'être stun pendant 30 secondes. Ça peut être pas mal si vous voulez gagner du temps, vous pouvez prendre des plus gros packs et à ce moment-là, tout AOE d'un coup, histoire de passer les premières salles assez rapidement. Dans la grande salle, on aura aussi des petits limons comme ça, qui sont pas très mal non plus, pas très dangereux. En tout cas sur cette version-là du jeu,
Dans la salle, vous allez voir aussi, il y a des mobs qui se trouvent en dessous du tuyau qui permet d'aller sur l'avant-dernier boss, si je dis pas de bêtises. Et je vous conseille de les prendre, surtout au début quand les gens sont pas habitués. Ça arrive que certains tombent du tuyau. Et donc du coup, aggro les mobs en bas. Voilà, les deux mobs qui sont à droite. Vous allez voir, voilà, je vais les prendre. Ils sont pas du tout obligatoires, mais au début, par sécurité, vous pouvez les prendre. Ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et comme ça, vous n'avez pas d'aggro possible. Les petits limons qui sont dans la salle sur classique, c'était un enfer. Là, c'est pas vraiment, ils font pas très mal. Normalement, c'est à leur mort, je crois que c'était une explosion. Mais là, ça fait vraiment 0 dégâts. À voir sur notre version classique, c'est possible qu'il faille les kite un petit peu. Sinon, si vous devez les faire normalement, entre guillemets, il faut juste les kite et les AOE. Donc c'est pas non plus très difficile, juste partez tous dans la même direction pour pas que ça parte n'importe où. À ce niveau-là, on a des packs avec des scientifiques. Ils sont vraiment très très faciles sur la version classique aussi, je trouve. Ils sont tous tenables, donc voilà, je viens de faire la colère divine. Vous pouvez enchaîner plusieurs colères divines. En général, ça suffira pour les tuer. À la fin, vous devriez être en capacité de prendre plusieurs packs en même temps, etc. Le totem qui pop fait toujours pas mal de dégâts, donc n'hésitez pas à le focus assez rapidement quand même. Alors, ensuite, on arrive sur le fameux patchwork qui n'est pas très compliqué. Il tape quand même assez fort, hein, comme d'habitude, mais on va dire que il y a des petites choses à faire attention, notamment donc, de ne pas jouer au saut de lumière. Vous avez vu sur pas mal de boss, je joue au saut de lumière, mais là-dessus, si vous mettez le saut de lumière, ça va heal les cacs et ça va être un enfer. Ne pas jouer avec la glyphe aussi, ou ne pas jouer avec la glyphe, ou ne pas jouer avec la lumière sacrée du paladin heal, puisqu'elle fait des huiles de zone et ça peut suffire à remonter Gobokak. Bref, on évite tous les heals de zone, tout simplement. Au niveau du pool, faire très attention, rester bien paqué, puisqu'on peut avoir des morts, des tanks morts assez rapidement au début. Ce que vous pouvez faire au niveau du pool, c'est, là je l'ai claqué, donc la sacrée zone, ça permet d'amortir un petit peu mieux les dégâts. Vous pouvez mettre la sacrée aussi en tant que tank sur le tank principal et claquer un mur prot au pool, histoire de bien stabiliser les tanks, que les heals commencent un petit peu leur rota heal. C'est vraiment pas overkill, je trouve, de claquer un... Quand je dis mur prot, hein, c'est le sort du paladin qui réduit les dégâts de 50%. Je crois que c'est protection divine de mémoire. Donc vous pouvez la claquer au pool avec une sacrifice. Enfin, faut pas hésiter. Une fois que ça commence à bien stabiliser, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Également, le tank qui prend le plus de dégâts, ce n'est pas le MT1, mais plutôt ceux qui sont à côté qui vont prendre les frappes haineuses. Donc ça veut dire que vous mettez un off-tank ou le mec le moins stuff en MT1 et les plus gros stuff, vous les mettez en MT2, MT3. C'est à ce niveau-là qu'on prend le plus de dégâts. En tout cas, j'ai remarqué sur ce serveur encore une fois. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un travail de healer, c'est un travail de DPS. C'est voilà, jusqu'à l'enrage. Donc l'enrage, il tape juste plus fort. Donc à ce moment-là, vous reclaquez vos CD de manière générale et vous claquez la BL un petit peu avant, vers 30% à peu près. Comme ça, vous avez le temps de profiter de la BL, même sur la phase d'orage qui arrive à 5%. Voilà, à 4-5%, là, il enrage. Et les mobs bougent pas, enfin les tanks ne bougent pas trop, puisqu'on a claqué les CD, donc ça passe vraiment sans problème. On arrive ensuite sur Grobulus. Donc Grobulus, il a une salle avec pas mal de trash, mais vous pouvez gagner beaucoup de temps si vous les poulez tous. Ils font pas très très mal, ils sont pas très dangereux. Un petit peu de dégâts, mais voilà, le bump n'est plus comme au level 60 qui vous éjecte au plafond et tout. Avant, il fallait dans les petites cases à droite, là c'est un petit bump comme ça. Donc vous pouvez demander à vos hunters de vous faire des détours, d'aller chercher les adds qui sont un peu plus loin et vous faire des bons petits pools de 4-6 adds. Voilà, au début, peut-être quand vous arrivez sur la première fois, vous pouvez aller tranquille. Mais à terme, n'hésitez pas, vous pouvez gagner du temps sur les trash. Alors, au niveau du boss, moi je me place ici. On va faire donc des cercles dans les sens inverses, des aiguilles d'une montre. Donc je me place là, on fait le pool, détourne, on monte un maximum d'aggro. Dès le pool, il fait pop une zone au sol, donc on va s'écarter. Ça va être la compétence un peu principale du truc. Hein. Donc il lâche un paix, hein, littéralement, sur le sol, comme ça, et ça fait une zone qui grandit. Donc il y en aura plusieurs cas de zone. Vous aurez celle-ci qui apparaît tous les secondes, donc elle est marquée ici, c'est Next Poison Cloud sur DBM, ou en français, ce sera peut-être notre prochain nuage de poison. Et aussi, il fait une sorte de cône de vomi, donc il vomit en fait derrière, et quand il touche une personne, ça fait pop un add. Donc ça, il doit être récupéré par le off-tank, vous le clivez auprès de là, donc c'est pour ça qu'il faut jamais tourner le boss en direction du raid. Donc faites attention à votre placement au niveau du tank. Également, il va poser donc un debuff sur plusieurs joueurs dans le raid qui devront se poser contre le mur et être dispel. En tant que tank, je le fais assez souvent. Là, je ne l'ai pas fait sur ce run-là, mais dans les runs où j'étais un peu plus à l'aise, et quand je voyais en fait un mec tout simplement qui était, imaginons,
Voilà, il y a un DPS qui prend le debuff, il se colle ici loin du raid. Faut pas être debuff dispel trop près des KK aussi, ça fait des dégâts de zone. Mais il va se coller contre le mur, hop, je le sélectionne et je lui fais un petit dispel. Donc ça peut, vous pouvez tout à fait gérer le dispel aussi en tant que tank. Mais dans l'idéal, je pense que c'est par exemple un DPS comme un Ret qui sera toujours quasiment à proximité des mêlées, qui peut gérer ça aussi d'un coup d'œil. Ça peut être vraiment très sympa de le faire pour un Ret. Et sinon, bah, il leur a signé, tout simplement. Donc faites attention de bien call qui dispel, que ce soit pas n'importe qui le fasse, sinon ça va partir en vrille, vous allez avoir des dispels en plein milieu du raid, et là ça va être la vraie galère. Et sinon, à part ça, bah, rien de compliqué. Là, le poison cloud arrive, on recule. Donc il y en a qui le font en reculant constamment. Moi, j'attends le poison, je recule, j'attends le poison, je recule. C'est comme vous voulez. On backpedal toujours hein, pour pas perdre son avoid. On peut courir évidemment, mais tout en restant face au boss, c'est un petit peu plus difficile à faire, mais ça se fait aussi. Vous pouvez tout simplement backpedal, ça va très très bien. Si vous voulez rester tout le temps en mouvement, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui le font en se mettant en marchant et ils reculent. Voilà, pour ne jamais s'arrêter. Pourquoi pas. Chacun sa technique, moi je fais comme ça. Vous voyez, il y en a un qui s'est parti sur le côté pour se faire dispel, il s'est fait dispel. Parfait, il allait bien dans le mur. C'est ça qu'on veut. Et puis on fait des tours, et puis c'est tout, hein. Hop, voilà, on est au deuxième tour. Il y a eu quelques morts de dispel mal fait, où il y en a qui ont pété en plein milieu du raid. Donc ça peut vite partir en vrille, hein, ce boss, faut pas croire. Ça peut être vraiment, ça a l'air vraiment très simple. Mais il suffit de 2-3 mauvais placements, et hop, ça part en enfer avec une zone mal placée en plein milieu qui va tuer les gens, parce qu'ils font pas gaffe, ils sont en train de heal, ils commencent à prendre des tics du poison qui fait très très mal. Donc voilà. Après, la salle est très très grande, hein, donc faut pas hésiter à délocaliser un petit peu si vous êtes mal placé. Allez, boss suivant. Donc c'est là le fameux tuyau que je vous disais où on a clean les deux abos qui étaient en dessous. Des fois il y en a qui tombent. Mais voilà, après vous serez plus obligé de le faire. Donc à ce niveau-là, au niveau du pool, il faudra bien tous partir en même temps. Faites attention, le tuyau fait quand même des dégâts. Donc à l'intérieur c'est du poison. Donc, très attention aussi de bien laisser votre tank qui va tanker le boss en première position. Puisque c'est lui qui va sauter en premier. Si vous sautez avant lui, vous risquez de vous faire tuer par le boss qui sera juste en bas. Également, on va avoir besoin de 2 tanks qui vont gérer le boss, puisque le boss va mettre des stacks de frappe mortelle cumulative, et il arrive un moment, bah, on peut plus le tank, il faut switcher, et il y aura un désenrage à faire, donc soit un rogue avec le poison, je sais plus c'est lequel, enfin bref, le rogue a un poison avec Shiv, je crois, à faire, pour retirer l'enrage, sinon ça va être les hunters qui vont faire tir tranquillisant sur l'enrage, faut le faire parce que ça tape quand même très très fort. Moi je m'occupe en tant que paladin du kitting, parce que c'est quand même pas mal, on a beaucoup de sorts à distance, c'est des démons, des UD pardon, donc on peut les stun, donc c'est vraiment très très fort. On fait le kitting avec des patinoires, ça marche très très bien, avec également des totems de chaman, donc vous pouvez faire tout à fait avec un chaman qui vous aide avec des orions et tout, ou pour ma part j'ai quand même une préférence pour le hunter, parce que le hunter il a un trait provocateur, qu'il a beaucoup de dégâts à distance assez facilement. Et l'idée, c'est qu'il vous ramène les mobs. Il ne doit pas faire le kitting à votre place, il doit juste vous les ramener dans le pack, et vous mettez de temps en temps des petites consécrations, etc. etc. La petite astuce en paladin, c'est que, en fait, l'AD va vous mettre un debuff qui va se cumuler jusqu'à 99 à augmenter les dégâts physiques que vous allez subir. Donc au début, vous prenez rien, mais quand ça se cumule un petit peu trop, et ben à la fin, ça commence à piquer. Donc pour éviter qu'ils vous mettent trop de debuffs, eh bien, il faut utiliser votre bouclier sacré, donc qui va vous faire beaucoup de blocages au moment où vous pensez de prendre des coups, et à ce moment-là, tous les blocages que vous allez faire ne vont pas vous appliquer de debuff. Donc vous avez ça, vous avez au moment où il y a des trous, éventuellement, comme là on voit que la patinoire n'était pas activée, donc vous pouvez mettre un stun zone, ça peut être pertinent. Faites attention quand même, dans l'idéal, on essaie de garder son CD de stun zone pour le décimer, puisque le principe du boss c'est que vous allez stacker des ZAD et tous les X temps il va les décimer, donc mettre tout le monde à 1 PV, bon, il n'y aura plus de dégâts sur le raid donc c'est pas très grave, mais en fait pendant le décimer, et les ZAD vont foncer sur le boss, et les ZAD, le boss va essayer de bouffer les ZAD pour régénérer des PV, et il régène énormément de PV par RAD récupéré, donc là c'est bientôt le decimate, je les époule contre le boss, je leur mets le mur, pardon, je leur mets un stun, et il y en a un qui arrive, donc là il faut vraiment le focus en priorité. Également pendant le kitting, voilà, il y a des chaînes de glace, des stuns. Pendant le kitting, il faut impérativement d'éviter les novas, des choses comme ça. C'est très 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 dérangeant quand vous êtes en train de faire le kitting, en plus de potentiellement tuer des gens. Donc les mages, vous pouvez assist, mais voilà, ça va être que du ralentissement, du cône de froid, du blizzard si vous ne l'avez pas amélioré. C'est-à-dire il n'y a pas les procs route, etc. etc. Là, il y a un ad qui est parti littéralement sur le boss, je sais pas pourquoi, pourtant je l'avais tapé.
Donc voilà, il y a des adds qui partent sur Mustang. Il a dû faire un taunt, je pense, ça a récupéré un add. Je vois pas d'autre explication. Ça peut arriver que vu que le taunt paladin taunt plusieurs cibles, que ça récupère un add qui n'a rien à voir dans l'histoire. Donc faites attention avec votre taunt, les paladins. Donc voilà, on fait notre kitting, on récupère. Là, c'est plutôt pas trop mal, j'ai que 21 stacks. Après, il faut savoir que même avec 100 stacks, ça m'est arrivé de les atteindre hein, et de pouvoir encaisser assez facilement. Si vous devez vraiment faire un moment où vous passez dans le tas, vous pouvez claquer un petit mur prod, claquer un petit CD. Ça passe vraiment sans trop de soucis. Et voilà, et c'est comme ça, on tourne en rond pendant à peu près 3-4 minutes. Il y aura environ 2 décimés et ça sera la fin du boss. Alors on est arrivé ici sur le deuxième décimé. Le pack était pas ouf, il y avait pas mal d'aides qui sont devant. Donc il faut vraiment en priorité les focus les plus proches. On voit qu'il en a mangé 1, il en a mangé 2, et il en a mangé 3. Donc c'est pas incroyable. Après, s'il en mange quelques-uns, si vous gérez bien le kitting, vous n'avez pas trop de stack, potentiellement on peut tanker le boss quand même assez longtemps, on peut le tenir assez longtemps. Donc tout va dépendre de la qualité de votre kitting. Là on voit qu'il y a des Nova, encore une fois, vraiment à éviter. Ça peut tuer des gens qui passent à proximité. Donc surtout ne mettez pas de Nova à ce niveau-là. Voilà, et puis quand le boss est low HP, vous pouvez vraiment le focus, on a 46 secondes, il est low, on s'en fiche, on ne tue plus les adds, et il tombe. Donc à la fin du boss, j'avais bien mes 99 stacks en haut à droite. Faites attention parce que ça compte pour n'importe quel type de mode, donc ça veut dire que si vous allez engager les mobs du prochain couloir avec les stacks, vous allez vous faire one shot. Donc vous pouvez faire, la bubule ne fonctionne pas comme vous avez pu le voir. Donc il faut juste attendre patiemment, et puis une fois que vous avez pu les debuffs, vous pouvez pull. Il y a pas mal de patrouilles ici, c'est des mobs qui font... C'est pas les mêmes en fait que ceux qui sont dans Grobulus, ils font vraiment très très mal. Donc voilà, par contre ils sont stunnables, hein, donc vous pouvez y aller. Mais ne les sous-estimez pas et n'en prenez pas trop, parce que vous risquez de wipe bêtement ici, et ça serait dommage après avoir tombé un boss. Ensuite, le El Famoso Tadius, qui est un boss assez iconique de Nax. En général, déjà on met 2 phases, hein, enfin 2 grandes phases, hein, disons. La phase où on va tuer Stalag et Skrugan, je crois que c'est ça de mémoire. Donc les deux premiers mini-boss du boss qu'il faudra tuer exactement en même temps. La fenêtre de tir est assez serrée, hein, c'est 5 secondes je crois. Donc vous foirez pas à ce niveau-là. Bon après maintenant les joueurs maîtrisent un peu mieux leur classe, donc ça devrait vraiment pas être la difficulté. En général, les mêlées sont à droite, les casters sont à gauche. Aussi, faites très attention de ne pas reprendre l'aggro, parce que c'est ce qui peut se passer. Bon, moi, je l'ai jamais vu, mais théoriquement, ça peut se passer. C'est-à-dire, si vous reprenez l'aggro sur le boss et qu'il vous éjecte sur le plateforme, puisque en gros, les tanks vont être échangés. Cette mécanique j'ai envie de dire qu'elle sert un peu à rien, parce qu'on swap notre aggro, on swap notre positionnement, mais au final ça change rien. C'est rigolo, voilà, c'est juste rigolo. Mais le problème c'est que si vous reprenez l'aggro et que c'est un DPS qui se fait éjecter de l'autre côté, vous vous retrouvez avec 2 tanks d'un côté, et là du coup ça va probablement être le wipe. Donc faites quand même assez attention à votre aggro pour pas être switché à la place du tank de l'autre côté, ça serait quand même bien dommage. En général, vous avez les barres de vie qui sont en haut à droite, ou sur DBM aussi, vous avez DBM, vous avez Froggen et Stalag qui seront affichés, comme ça vous pourrez équilibrer votre dégât à ce niveau-là. Une fois que là des mobs, la deuxième difficulté du boss, on va dire que ça va être de sauter ici sans tomber. Vous voyez, il y en a qui utilisent les bottes fusées, je les aurai également, je les avais par la suite. Forcément, si vous les avez, je vous conseille fortement de bottes fusées ou de mettre une augmentation de vitesse, histoire d'être tranquille sur le passage, parce que moi ça m'est arrivé une fois, je suis tombé sur 10 raids, je crois, je suis tombé une fois là récemment. Ça peut arriver, voilà, on fait pas gaffe, on n'a pas pris le bon angle, et on tombe à 1, 2 ou 3 pixels. Bon, c'est comme ça. Mais si vous avez les bottes fusées, il n'y a pas d'erreur possible, si vous avez des augmentations de vitesse, des sprints, etc. Au niveau du boss, donc c'est moins à gauche, plus à droite. Après, si vous voulez inverser, pourquoi pas, mais bon, tout le monde fait toujours comme ça depuis toujours. Donc vous gourrez pas. Si vous vous trompez de côté, vous allez vous faire one shot. Vous allez faire des dégâts sur raid, mais c'est surtout vous qui allez mourir, puisque tous ceux qui sont autour vont vous faire des dégâts. Le principe des stacks, c'est très simple. Plus vous avez de personnes de la même polarité que vous, et bien plus vous allez faire de dégâts. Donc voilà, c'est un boss qui a beaucoup de PV, et donc du coup, plus il y a de morts, plus ça devient difficile. Quand on fait le switch, donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre en pause ici, la rota, elle se fait comme ça. Vous avez, hop, ceux qui vont changer de côté qui passent de ce côté, et ceux qui changent de côté qui passent comme ça. C'est possible de passer au milieu. Il y en a qui disent on va prendre des tics et tout. Si vous êtes rapide, vous pouvez le faire au milieu. Moi je l'ai fait, je prenais pas de dégâts, je voyais bien que je faisais aucun dégât à personne. Faut être juste très réactif, très rapide. La strat où on prend pas de risque, c'est tout simplement de faire cette rota là, on prend un petit peu d'espace, et comme ça il n'y a pas de problème, il y a personne qui va échanger les tics. Également pour les bérez, la zone pour faire un bérez pour moi, la zone idéale ça va être ici.
vous prenez votre druide ou la personne qui veut faire le bérez, il vient là, il claque le raise, n'acceptez pas le raise tout de suite, attendez qu'il caste, et à la fin du cast, vous acceptez plutôt le raise, et à ce moment-là, vous allez prendre une polarité. Si vous êtes en plus, évidemment, vous ne faites pas ça pour revenir jusque-là, hein, ça serait complètement débile. Non, non, vous revenez directement dans le plus ici. Si vous êtes moins, eh bien vous venez ici tout simplement. Voilà. Et c'est important de le faire sur le cast parce que si vous le faites trop tôt et qu'il y a un changement de polarité, qu'il y en a qui sont déjà en train de se déplacer, vous risquez vous de faire tuer. Donc voilà, c'est dans l'idéal. Après, on peut aussi faire un raise en se mettant là-bas, loin, de l'autre côté. Le problème, c'est que si vous n'avez pas la bonne polarité, vous allez devoir attendre bêtement de l'autre côté. Voilà, et sinon, bah, c'est un marathon, il faut pas faire d'erreur. Il met quand même, il peut taper un petit peu le tank, mais avec un peu de stuff, ça passera vraiment sans problème. Surtout sur les premières idées, ça peut faire pas mal de dégâts. Il fait des dégâts de zone, il met des petites chaînes d'éclairs de temps en temps, mais rien de dramatique. Ça se joue vraiment sur les polarités et que le raid reste bien concentré. Donc si vous regardez votre debuff, vous suivez des BM, normalement il n'y a pas de problème. Si vous êtes un petit peu teubé comme moi, moi je me suis mis un petit papier sous mon écran et c'est marqué plus, moins, moins, comme ça, si j'ai le moindre doute, eh ben je me trompe pas. Mais normalement, il n'y a pas de difficulté sur le boss à ce niveau-là. Pour finir, là on voit qu'on a 40 secondes à peu près sur l'enrage. Je l'ai vu une fois, l'enrage, donc quand il enrage c'est terminé, hein, il défonce le raid. Donc c'est possible qu'on ait des wipes, je pense, sur classique au début, par manque de DPS, même en ayant tout le monde en vie, etc. Il a quand même beaucoup de PV. Donc n'hésitez pas à claquer pas mal de consos, les potions à ce niveau-là. Enfin, tout ce que vous pouvez claquer en fait sur ce boss, faut pas hésiter. Parce que sur les premières idées, il faut être au taquet au niveau des dégâts. Voilà, donc on récupérera les jambières 25 à ce niveau-là, et on va passer à l'aile suivante. Pour finir, enfin presque pour finir, au niveau des ailes, on va dire basses, hein, on arrive sur l'aile militaire. L'aile militaire, c'était à l'époque, notamment et dans les autres guides vous allez voir, c'était à l'époque une des ailes les plus difficiles, je crois, notamment à cause des 4 cavaliers. Et vous allez voir que c'est une blague. Alors, je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si ça va rester comme ça. Juste là, je fais une petite pause sur ce que je suis en train de dire par rapport au trash. Vous avez vu, ils font beaucoup de dégâts. Donc en gros, ce pack là, vous le poulez et vous faites un stun zone. À la fin du stun zone, vous faites une sacrée raid. Dans l'idéal, si vous avez des DK qui peuvent être des zones anti-magie et tout, faut pas hésiter à bien se paquer dedans, parce que les zones, l'explosion de feu et les zones font quand même assez mal. Bref, voilà. Après, le reste des trash, c'est vraiment trash tier, quoi. C'est super simple, vous pouvez faire des packs assez rapidement, très sales, prendre les 3/4 de la salle tout d'un coup. Ils sont assez faciles, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Bref. Donc pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, à l'époque c'était une aile qui était considérée comme assez difficile, c'est pas forcément celle qu'on faisait en premier à cause des 4 cavaliers, mais là vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Les boss ont été un peu nerfés aussi, Rasuvius pour moi a été nerfé, et du coup beaucoup plus facile. Eigan n'a pas été particulièrement nerfé, mais la manière dont on le fait maintenant le rend complètement easy en fait, hein, on n'a plus aucune difficulté. Alors encore une fois, est-ce que ça va être changé, nerfé, puisque ça c'est des stratégies de privé qui sont quand même connues. Est-ce que Blizzard s'est intéressé à ce qui se fait sur privé? Est-ce qu'ils vont faire des modifications? Je ne sais pas. En tout cas, cette aile-là, si elle reste telle qu'elle, sachant qu'encore une fois on est sur une version buffée, comme ce qu'on va potentiellement trouver sur notre version classique, et bah du coup, si ça reste comme ça sera une aile assez facile, assez rapide à faire. Juste avant d'arriver sur Rasuvius, voilà, ces chevaux là, ils se mettent un bouclier, faire du purge offensif. Soyez réactifs à ce niveau-là, parce qu'ils sont très chiants, sinon c'est très long de les tuer. Vous n'êtes pas obligé, il y a des adds qui sont à droite, et là, ici, là. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Même la patrouille, elle va tourner, vous allez voir. Regardez, j'attendais justement ici, je me posais la question. Mais elle tourne, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Normalement, quand vous avez poulet le boss, ça ne va pas à gros, sauf si, encore une fois, il faut un changement, mais je ne pense pas. Sur l'instructeur Rasuvius, il y a des petites choses à savoir. Donc déjà, on est sur la strat de l'époque, c'est-à-dire il faut des prêtres pour faire les MC sur les poupées. À 10, vu qu'on n'aura pas forcément le luxe d'avoir un prêtre, ils ont pensé à mettre des poteaux pour faire les MC. Donc il faudra cliquer sur les poteaux pour MC les mannequins. Les mannequins, vous avez en gros un taunt et un bouclier d'os et des attaques. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Faites très attention avec votre interface, ça peut valoir le coup de revenir sur l'interface de base si vous avez un doute sur vos premiers pools.
pour faire des tests, parce que si vous avez un interface des fois par exemple avec LVI ou des choses comme ça, on peut se retrouver sans ne pas trouver en fait les capacités des ZAD et d'être en grosse galère. Donc soit vous utilisez une interface basique, soit vérifier avant peut-être avec une quête ou je ne sais quoi qui vous donne un pet pour voir si vous avez bien l'interface des pets. Bref, donc l'idée c'est très simple, il faut tanker Razuvius avec les ZAD. Donc c'est un petit peu comme la grande veuve Faerlina. Donc si vous vous souvenez, on devait faire des MC. Donc on va se créer en fait un vivier de poupées et les prêtres vont pouvoir piocher dedans pour récupérer leurs ZAD. Donc à chaque fois que vous allez taunter le boss avec l'AD, il faudra bien mettre le bouclier d'os, sinon l'AD va se faire two shot sur la frappe. Là, il a une attaque spéciale qui fait extrêmement mal, donc il doit être tanké avec un CD, le mur prot, enfin le bouclier d'os des ZAD. La difficulté pour moi de ce boss, c'est que les DPS ne DPS pas au pool ou tant que les ZAD ne sont pas biosés correctement, puisque les MC ne fonctionnent pas exactement comme en PvP par exemple, comme les Fear, etc. Ça a tendance à casser sur les debuffs qui vont être posés en fait sur les ZAD, et du coup il faut faire très attention de ne pas mettre de dot offensif sur les ZAD. Donc les paladins, vous retirez votre sceau de corruption, vous mettez par exemple le sceau de commandement ou autre chose, mais pas le sceau qui va mettre des dots. Vous allez placer vos ZAD dans un coin, vous écartez du pack du boss et vous préparez à récupérer les ZAD. Là on voit qu'il y a un MC qui a déjà break, il a été hook, le boss pour l'instant se balade, donc là c'est un peu chaotique parce que tout le monde DPS comme des singes. Et les ZAD sont pas placés correctement. Donc voilà, c'est typique de ce boss là. Moi, la plupart des pools que j'ai vus, c'était toujours chaotique comme ça, parce que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de faire des dégâts comme des brutes. Mais la strat, elle est simple, c'est placer le boss proprement, laisser les deux ZAD tanker le truc. Donc, vous pouvez prendre le boss, enfin, moi je prends le boss tant que j'ai pas proc. Après, je claque des CD. Donc potentiellement, je peux survivre un petit peu en paladin hein, quand il y a des problèmes comme ça de gestion. Mais au bout d'un moment, il finit par vous défoncer. Donc du coup, voilà, vous vous préparez. On voit qu'ici, le DK s'est placé. Hop, il y a un MC qui a lâché. On le replace dans le vivier. Et on attend. Donc on voit qu'il y a des Livic bombes. Hein, tout va bien. On a les mages qui mettent des bombes vivantes dessus. Ça fait plaisir. Mais voilà. En fait, là, vraiment, la difficulté pour moi de ce boss, ça va être la gestion des DPS qui ne fassent pas n'importe quoi. Donc là, encore une fois, il n'y avait plus d'AD. C'était n'importe quoi. Donc j'ai taunté le boss pour le replacer au milieu, pas qu'il tue trop de gens. Voilà, donc là on a refait le pool, c'est un petit peu mieux, les gens se sont calmés, on a placé nos ZAD, on a les prêtres qui vont nous se mettre donc entre nous et le boss, pardon. Là on a un mec qui a loupé son taunt, je ne sais pas, j'ai retaunté le boss. Franchement c'est un boss qui sur le papier, il est extrêmement simple, mais en fonction de comment vont jouer vos DPS, on se retrouve rapidement en galère. Bref, donc du coup là c'était un petit peu mieux. Quand le MC relâche, vous récupérez bien votre AD, vous le repassez. Et ensuite les prêtres, voilà, il est ici, il fait sa rota, il fait son MC, il taunt, il met son bouclier, parfait. Il va taunter le boss. Là je vois qu'il l'a toujours pas taunté. Ça va peut-être résister, je ne sais pas. Ouais, ça y est, il l'a taunté. Alors là je vois qu'il a... déjà il bouge, je sais pas pourquoi il bouge. Et il a mis son bouclier d'os, il n'a pas taunté le boss. Donc non, vous faites pas ça. Hein. C'est au moment où vous allez taunter le boss, d'abord vous mettez votre bouclier et ensuite vous faites le taunt tout de suite. Sinon, potentiellement, vous allez tanker le boss sans le bouclier à la fin. Donc c'est simple. De toute façon, dès que vous avez votre bouclier d'os, vous pouvez taunter derrière. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous prenez pas la tête. Voilà, une fois que ça s'était un petit peu stabilisé, le boss meurt tranquillement et on va passer au boss suivant. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque le boss le plus difficile de l'aile. Je pense que vous avez du mal à me croire, mais quand vous allez voir comment on va gérer les prochains boss, vous allez comprendre. Au niveau des trashs qui sont juste avant le prochain boss, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des armes comme ça qui se baladent, pareil on peut les stun, les AOE, il y en a qui font des dégâts des physiques, il y en a qui font des tourbis, donc écartez-vous les mêlées. Mais bon, pas grand chose à dire, il y a des chips, on dispel, voilà. On a le pack ici un petit peu infernal, c'est souvenez-vous, c'est celui qui était au début du raid. Pour le coup, il fait très 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 mal, donc vous ne faites pas surprendre. Donc là je vais faire, je crois, ce que j'ai dit avec la sacrée raid, donc là que les ailes pour qu'il y ait beaucoup d'aggro. J'ai les stuns, j'ai mis ma sacrée raid tout de suite. Et voilà, on va avoir les AOE dans le raid, donc il y a un choc de flamme et l'AOE qui a, je pense, pas mal aidé le raid à éviter d'avoir trop de morts. Mais voilà, on peut perdre du temps avec des morts inutiles sur ces trashs-là. Il y a pareil les cavaliers ici, il faut bien purge offensif. Et vous avez la patrouille, le pack qui est tout au fond à gauche. Normalement, on peut le skip, mais je vous conseille de la faire parce que dans 90% des cas, il y a un mec qui va aggro. Donc à moins que vous soyez en speedrun, je vous conseille de le pull rapidos.
Ensuite, Gothic, le moissonneur. Donc c'est un boss où normalement, hein, vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo encore une fois si vous voulez avoir plus d'informations sur les capacités qui se trouvent en description. Mais pour faire simple, c'est vous allez répartir normalement vos groupes à droite et à gauche. Quand vous tuez des mobs vivants, ils vont réapparaître en spectre côté mort. Et voilà, donc il y a une rotation comme ça qui se fait. Il ne faut pas tuer les adds trop vite, il faut bien gérer, etc. Sauf que ça, c'est terminé, vous l'oubliez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous rester du même côté, tout simplement. Et on va défoncer les adds. Donc forcément, le fait d'être à 25, alors que normalement on n'est pas censé être 25 d'un côté, ça rend le côté complètement easy. Donc moi, j'ai rien à faire. Les mobs tapent pas très fort. Donc là, souvent, je suis un peu AFK sur cette première phase. Donc il y a je crois qu'il y a une dizaine de vagues, même un peu plus. Mais c'est à partir de la 10e vague, ou la 8e vague, on va voir, on va vérifier ça, que le portail s'ouvre et que tous les adds qui sont accumulés de l'autre côté vont arriver. Sauf que ces adds, ils sont stunnables, ils sont snerables, et ils arrivent tous par la porte qui est au centre. Donc vous en doutez bien, on va les AOE salement. Voilà, donc c'est bien ça, c'est à la vague 10. Donc la vague 9, hop, je suis en position, on met des patinoires. Donc si vous avez plusieurs hunters, vous mettez plusieurs patinoires. Les chamans, mettez bien vos totems qui ralentissent aussi. Tout ce qui peut ralentir, qui peut aider, on le met à ce niveau-là. Au niveau du paladin, vous pouvez quand même claquer par sécurité votre mur prod. De toute façon, vous n'en aurez pas besoin après. On met la consécration, la petite colère divine quand ils sont à proximité. Vous pouvez claquer vos sacrés raids, les CD. Si vous avez des mecs qui vont faire des gros AOE comme un druide Eki ou autre, vous pouvez lui mettre une petite bop par anticipation, pareil sur les démos, etc. Ça mange pas de pain, et comme ça vous faites le clean, et comme ça on a nettoyé toute la salle. Ensuite les portes restent ouvertes, donc le paladin reste à l'entrée, il fait un peu le videur, comme ça il chope tous les adds qui arrivent, et on va jusqu'à la P2 qui est un peu ridicule, puisque le boss va se téléporter à droite et à gauche de la salle, donc un tank de chaque côté, et en avant il caste des Shadow Bolt, on va aller voir. Voilà, on est en phase 2, le boss c'est TP, donc il casse des Shadow Bolt, il fait pas très mal. Bon, là en plus sur cette version là pour le coup il était bugué, il gardait l'aggro du tank qui était de l'autre côté. Normalement là il est censé me taper, hein. C'est pas normal. Donc il va taper le tank qui est à proximité. Peut-être qu'il fera un reset d'aggro, je ne sais pas. Sur les prochains raids après il avait été corrigé. Mais de toute façon ça le rend pas particulièrement plus difficile. Voilà, il fait des Shadow Balls et tout. Vous le tuez et c'est vraiment free loot. Rien à dire particulièrement sur les trash avant les 4 cavaliers, c'est les mêmes qu'au début. Pas de difficulté, vous pouvez faire des Europack, tout AOE, stun, etc. Alors, au niveau des 4 cavaliers, donc là vous allez dire, ça y est, on arrive sur la partie un peu difficile, un peu compliquée. Que nenni, les amis, ça va être une blague, je vous le dis. Alors, encore une fois, je vais dire ça toute la vidéo, mais si c'est nerfé, ça se trouve on doit le faire normalement. Si c'est pas nerfé, bah ça sera vraiment easy. Je pense que ça marche aussi en 10 évidemment. Donc je vous explique rapidement la stratégie pour que vous compreniez ce qu'on va faire. Encore une fois, la vidéo de l'époque, si vous voulez vraiment le truc de l'époque, vous pouvez avoir la strat pour bien la comprendre. Mais pour faire simple, on a les boss qui sont au milieu de la salle. Quand vous allez les taper, ils vont se répartir dans les coins de la salle. Ceux qui se trouvent au fond à droite ici, au fond à gauche, ne bougent pas. Ils restent sur place. Et les deux qui vont arriver de notre côté de la salle, celui qui va venir ici, donc c'est la tête de mort de mémoire, je crois, et je sais plus lequel de l'autre côté, ceux-là peuvent être déplacés. Et en fait, ils vont faire des marques, chacun leur marque respective, à toutes les personnes qui sont à peu près à 40-50 mètres d'eux, et vous prenez des ticks plus en plus importants en fonction que vous allez stacker les marques. Donc forcément, normalement, vous êtes obligé de faire une rotation, vous pouvez pas rester sur le même boss trop longtemps, sinon vous vous faites défoncer. Sauf que il y a quelque chose qui permet entre guillemets de ne pas faire cette mécanique. Donc vous allez voir là il y a Matstonk, un paladin qui s'est placé là-bas. Et en fait ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va lui faire une intervention divine. Donc intervention divine c'est un sort de paladin qui fait que quand vous claquez ça sur quelqu'un, il devient il va dans une bulle qui le rend complètement immortel pendant 3 minutes. Mais il peut pas bouger. Sauf que les boss, pour pas bugger ou pas tuer le raid, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à proximité, sinon ils vont faire des AOE sur le raid et nous faire wipe. Mais s'il y a quelqu'un à proximité, ils ne font pas cette mécanique-là. Et donc du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui est entre les deux boss ici, et qui va se faire donc idée intervention divine, là, à cet endroit-là, et le boss, du coup, il va le considérer comme quoi il y a quelqu'un à porter, et que donc du coup, il va pas faire sa mécanique, il va pas tuer le raid. Donc avec cette strat un petit peu stupide, ou intelligent, je sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir l'intégralité du raid focus sur le premier raid de Bloodlust et de le tuer très rapidement, ce qui fait qu'on détruit en fait les deux premiers raids hyper vite. Et puis le fight est déjà fini en fait.
Donc en fait ça nous permet d'éviter la plupart de mécaniques du boss. Voilà, on peut le voir, là la petite aura, il s'est fait intervention divine, donc vous avez 3 minutes tranquille, il faut en profiter, donc de pull le plus rapidement possible. Moi je vais m'occuper de la tête de mort, donc le premier ad. Voilà, c'est parti pour le pull, on fait le détourne, on fait le taunt. Donc les ads vont se passer automatiquement, après vous pourrez les bouger. Je vous conseille de ne pas vous mettre trop au centre. Il y a sûrement une zone, hein, là je vais peut-être un peu trop vers l'extérieur, peut-être qu'on peut se rapprocher pour être un peu plus proche de l'autre boss pour gagner du temps sur le DPS. Mais il faut faire attention que les deux marques ne se superposent pas. Le boss donc fait toujours tomber une météore, mais comme vous êtes quasiment le full raid ici, la météore va faire 0 dégâts. Restez quand même pas trop loin du raid, histoire de pas vous prendre la météore tout seul dans votre coin. On le défonce, ils font vraiment, voilà, on fait aucune rotation évidemment, on est déjà à 2 marques, on est que à 2 marques et il est quasiment déjà mort. Ensuite on passe au boss suivant, donc moi je vais pouvoir récupérer, dès qu'il a un petit peu de marque, j'attends un petit peu parce que là il prend 0 dégâts. Mais je vais pouvoir récupérer donc à l'autre tank le deuxième ad. Voilà, quand il me le demande, là il commence à prendre un peu des dégâts, donc il me dit vas-y, récupère-le moi. Je le taunt, je le récupère, je le place, et on tue le deuxième, donc c'est Baron Rivendar. Voilà qui est fait, et pour l'instant il n'y a personne de l'autre côté de la salle, hein. Il n'y a que le gars qui est en intervention visine, c'est tout, et vous voyez, ils sont juste AFK, hein, les deux autres boss, donc c'est une strat assez broken, et encore une fois, je suis pas sûr du tout que ce soit maintenu sur classique. Si ça marche, c'est tant mieux, ça sera le boss plus facile. Mais si Blizzard voit cette strat, peut-être qu'ils vont la modifier. À ce moment-là, il faudra faire la strat à l'ancienne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra tourner, en fait, faire une rotation afin de partager les marques. Donc là, tout de suite, ça rendra le box beaucoup plus difficile. Au niveau des deux autres raids, il n'y a pas grand-chose à dire. Celui de gauche, donc Lady Blomeux fait des AOE au sol, vous mettez pas dedans. On peut le récupérer en tant que tank, hein. Vous pouvez mettre des taunts, etc. dessus. Mais après, comme vous pouvez le voir, c'est un rock qui tank. C'est des Shadow Balls, ça se heal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faites attention aux voids, ils ne font pas non plus hyper mal d'ailleurs. Enfin, moi en tant qu'elle ne font pas très mal. Donc juste restez pas dedans. L'autre ad qui est à droite ici, donc Sir Zeliek, celui-là potentiellement peut vous poser des soucis parce qu'il a toujours la fameuse chaîne d'éclairs. C'est un peu une chaîne d'éclairs infinie en fait qui va lier les gens tant qu'ils sont à proximité. Et du coup, si vous faites une trop grosse chaîne et qu'il y a trop de personnes qui sont paquées, ça peut one-shot le raid, tout simplement. Je pense qu'à partir du 5 ou 6e rebond, après c'est que du one-shot. Donc faites très attention. Mais à part ça, si vous faites attention à ça et que vous faites cette strat, je veux dire, il n'y aura aucune difficulté. Voilà, et on loot les plastrons là-dessus et on passe aux deux derniers boss. C'est parti. On arrive ensuite sur Saphiron, qui est, je pense, de mon point de vue, dans l'état en tout cas, sur le serveur sur lequel je jouais, je trouve que c'était le boss le plus difficile. Il y a un peu de préparation, donc il faudra un stuff RG, un petit peu comme à l'époque, mais il est beaucoup plus facile à obtenir. Si vous avez tout ce qui peut vous faire de l'absorbe, un petit peu comme à l'époque, vous pouvez utiliser. Il y a des petites choses qui peuvent être assez intéressantes à utiliser, comme des popos, etc., pour alléger, notamment sur les premiers raids. En tant que paladin, je trouve que c'est assez intéressant de ne pas mettre de stuff RG, puisque les dégâts que vous allez subir sont principalement des dégâts physiques, donc sur les coups de mêlée ou le cleave. Et après vous avez uniquement finalement le tic de dot, mais voilà, je trouve le gain n'est pas forcément très justifié, même si pour d'autres raisons je vais me crafter quand même le stuff RG, donc c'est à vous de voir. Moi je ne l'avais pas, je ne l'utilisais plus, j'utilise le premier raid et après je ne l'utilisais plus. Donc voilà, après ça reste des pièces assez qualitatives, hein, en tank, hein. Il y a beaucoup d'endu, il y a de l'armure, donc ça se joue aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau de la stratégie du boss, donc on le positionne comme ça, hein, sur le côté, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, hein, peu importe, c'est comme vous voulez, juste mettez pas votre aide devant, sur les flancs, c'est un dragon, donc ça bump, etc. Là c'est la phase 2, comme au level 60, il balance des glaçons, donc faut être pas trop loin, mais pas trop paquet, parce que sinon vous allez prendre des dégâts de zone. On se cache derrière. À noter que ici, ça c'est un truc que j'ai compris plus tard, mais en fait la zone de protection, il n'y a pas besoin d'être collé au glaçon en fait. C'est une sorte de zone en ligne droite comme ça. Donc si vous êtes loin et que vous placez là, vous n'allez pas prendre les dégâts. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez rester derrière. Donc si vous avez le doute, vous vous mettez ici. Là, le placement idéal c'est là. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. La distance elle est infinie entre guillemets derrière le glaçon. C'est aussi sur ce genre de boss que les bottes fusées sont extrêmement intéressantes. Ça peut arriver parfois, vous n'avez pas de chance, que les glaçons sont de l'autre côté, etc. Donc du coup, voilà, un petit coup de botte fusée, ça compense un petit peu le manque de chance. Le boss fait quand même assez mal, donc il faut avoir une compo heal assez solide à ce niveau-là. Il faut vraiment envoyer.
Et sinon, bah voilà, éviter les bizarres, pas grand chose à dire hein, à ce niveau-là. Faut un bon stuff, un bon DPS, et gérer les phases, donc ils s'envolent. Sur l'arrivée des glaçons, les paladins, vous pouvez claquer des sacris de raid, ça peut être pas mal. En tank, ça peut être pas mal aussi quand il redescend, si vous n'avez pas beaucoup de healers, de claquer, faire une rota avec un trinket ou un mur prot ou un petit truc comme ça sur chacune des descentes. En paladin, c'est 2 minutes de CD, donc des fois on peut se le permettre. Le boss est assez long pour en avoir 2 ou 3 pendant le combat. Mais voilà, sinon il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Et le boss tombe tranquillement ici, on prend les loots. Donc vous avez au passage, donc il y a plein de loots très intéressants évidemment sur ce boss, ça a des bijoux, etc. Mais vous avez surtout la clé, donc ce sera pour Malygos si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, dans l'idéal, sur les premières idées, de le donner à quelqu'un qui sera présent sur vos idées Malygos. Donc c'est un loot qui est assez intéressant à donner, alors soit à des officiers ou à des tanks sur les premières idées. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire vos idées Malygos. Donc faites attention sur l'attribution de la clé au début. Sinon, je crois que c'est un des meilleurs coups du jeu pour la plupart des DPS à terme. Donc voilà, très bon loot. Alors, Kel'Thuzad, qui est du coup le boss qui est plus facile que Saphiron, je trouve, pour le coup. Mais bon, il faut quand même le respecter. Ce qui est chiant, c'est toujours cet event de début qui est infiniment long et pas très amusant. Je vais rapidement passer dessus, je vais juste vous donner un petit avertissement sur les abominations, parce qu'elles ont l'air de faire 0, et effectivement elles ont pas l'air, elles ont l'air gentilles parce qu'on peut les stun en fait. Mais faites très attention de ne pas reprendre l'aggro dessus, puisqu'elles peuvent rapidement quasiment one-shot un tank, et complètement oblitérer un DPS. Et surtout quand elles enragent. Donc ne rigolez pas avec les abos, laissez vos tanks les prendre tranquillement et vous les tuez. Sinon vous risquez de perdre des DPS vraiment bêtement en P1, et vous savez très bien que ce boss là, s'il manque des joueurs, ça va tout de suite être très chiant, parce que c'est un boss qui est exponentiellement plus difficile quand vous perdez des joueurs, parce que vous allez prendre des bombes de mana et des AOE constamment sur les heals, ça va être très chiant. Donc on va passer directement sur la P2, parce que là, à part l'arrivée des ZAD, c'est la Tower Defense, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, je préciserai quand même, voilà, les casters c'est sur les Banshees, et les squelettes et les mêlées, ça sera plutôt sur les abos. Ensuite, Kel'Thuzad, donc on va la placer au centre, il faut lui mettre un kick pour qu'elle se déplace, sinon bah, elle ne bouge pas ses fesses. Donc voilà, spammer les kicks au début, attribuer des personnes pour une rota kick, et ensuite on va faire une position un petit peu en triangle, ou plutôt en carré, comme vous voulez, pour ne pas prendre les fameux glaçons. Là je suis en range check 10, mais de mémoire je crois que c'est range check 12, donc n'hésitez pas à modifier en faisant un / range check 12 avec votre DBM pour avoir la bonne portée, parce qu'ici j'ai pas la bonne portée. Je pense également que c'est plus intéressant d'avoir un DK, et c'est ce qu'on faisait sur les raids suivants, qui va MT1 le boss, pour la simple raison que c'est plus efficace un DK, il a un kick déjà, il a la bulle anti-magie, enfin bref, il est meilleur je trouve pour tanker le boss de manière générale, et le paladin est assez efficace sur les ZAD qui vont arriver en fin de boss. Au niveau du placement, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour moi, là, on n'est pas idéalement placé. On est bien placé, mais on n'est pas idéalement placé. Déjà, par exemple ici, là, nos DPS ne sont pas pixel perfect. C'est-à-dire que quand je dis pixel perfect, c'est-à-dire qu'ils doivent être tous placés exactement sur la même hitbox. Donc, ça veut dire que dans l'idéal, déjà, on se met max range, c'est-à-dire que potentiellement, il est possible de taper le boss même encore plus loin. C'est-à-dire d'ici, il a vraiment une grosse hitbox. On mettrait un autre pack ici. Ils sont tous bien packés dessus. Et pareil, là-bas. Et moi j'aurais même pu, je pense, reculer un petit peu ici. Donc vraiment vous pouvez gagner de la place. Et surtout ce qu'il faut éviter, c'est que lui par exemple il link avec moi. Ça serait dramatique d'avoir le glaçon sur le tank, parce que là pour le coup c'est 120% des dégâts, quoi qu'il arrive. Et vu que c'est en pourcentage, et ben, quand ça tombe sur un tank, et ben, vous allez douiller. En général, là où on a des morts sur ces sorts, sur les tombeaux de glace, si on peut appeler ça comme ça, ça sera vraiment sur les mêlées, parce qu'il y en aura toujours 3 ou 4, s'ils sont bien placés. Et donc du coup ça peut faire très mal. Donc si vous avez des CD que vous pouvez utiliser pendant ça, par exemple les druides, je crois que vous pouvez faire une écorce, faut pas hésiter. Les paladins, si vous êtes à portée, la sacred zone, vous pouvez mettre une sacrée, il faut mettre des shields. Bref, il faut être au taquet sur le sauvetage à ce niveau-là. Donc bien répartir vos heals dans la salle, c'est primordial. Et ensuite, en tant que healer, eh bien, donnez-vous une priorité au niveau des sorts pour tout de suite gratter les 20% qui vont manquer. Si le mec est pas full, il faut absolument qu'il ait instantanément un petit heal, soit un bouclier, soit un petit soin instant. Voilà, là typiquement, on a eu un link parce qu'ils sont mal placés. Hein. On voit qu'il y en a, ils sont quasiment au cac du boss. Et du coup, ils ont linké ici, donc ils ont mal joué, ils sont mal placés.
alors qu'ils auraient été placés ici comme lui. Là, il était très bien placé. Je pense que là, c'est le seul de tous les mêlés. Même moi, je suis pas, j'aurais pu me reculer un petit peu ici. C'est lui qui est le mieux placé. Voilà. Donc, eux, ils auraient pu reculer un petit peu, etc. Ça a l'air de détail, mais c'est ça qui va faire que concrètement, le boss va passer de c'est très difficile, on a des morts, à en fait, ah ouais, on l'a first try, c'est easy, même si je pense que beaucoup d'entre vous vont quand même le first try. Il y a des voïds ici, on en a vu une en haut à gauche, là, vous la voyez, elle est derrière mes barres de vie. Il y en a régulièrement, c'est voilà, vous avez quelques secondes pour sortir de cette AOE, sinon bah, vous faites one shot, hein, c'est une fameuse, une void classique, il y en aura beaucoup sur l'extension des voids, c'est vraiment l'arrivée, la grande arrivée des voids, même si on en a connu un petit peu à l'époque. Là je pense que je suis un petit peu, voilà, je suis trop près de mon druide, il faudrait qu'il recule un petit peu. Là je commence à être bien placé là, au centre, là j'ai le positionnement que je voudrais avoir, j'ai un petit peu ajusté. Ça commence à être pas mal, voilà, ils ont réorganisé pendant le boss, il dit Eric recule. Là ils sont bien placés. Voilà, il a fallu un petit peu le 2-3 morts en mêlée, mais là ils sont très bien placés. Il se prend une void et je crois qu'il de mémoire, s'il est sorti, voilà, il s'esquive, ils vont se replacer. Il y en a un qui a quand même pris l'AOE. Elles étaient buggées les AOE sur ce serveur, c'est-à-dire que la hitbox en fait était plus large que ce qui était réellement affiché, donc ça arrivait des fois qu'il y en a qui mouraient alors qu'ils se sont écartés. Bon, on n'aura pas ce problème-là normalement sur notre version du jeu. Et puis c'est à peu près tout, il y a des bombes de mana aussi qui pop sur les trucs qui vont drainer la mana, mais il n'y a rien à faire contre ça. Donc on va avancer tout simplement. À 50%, donc on a des adds qui sont là, vous les voyez, ils sont au fond de la salle. C'est un peu un soft enrage, c'est-à-dire que les mobs en fait vont stacker des dégâts de plus en plus importants. Et bien, si vous êtes trop lent à taper le boss, vous avez trop de morts, vous avez pas assez de dégâts, ça va finir par tuer les tanks, puis après ils vont venir tuer les gens les uns après les autres. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'appelle un soft enrage, mais bon, normalement, c'est pas un boss qui devrait vous poser de grandes difficultés. Voilà, et c'est tout pour conclure sur ce petit guide de Naxxramas. Pour Kel'Thuzad, faut pas oublier que c'est un boss qui sera quand même hyper intéressant dans le sens où ça donnera toujours des loots beaucoup plus importants en gear score. Ici le fameux Betrayer, je pense que beaucoup de monde voudra avoir cette arme là au début, ne serait-ce qu'en PVP elle est complètement indécente, mais bon voilà, c'est vraiment un boss hyper intéressant. Et voilà qui conclut ce guide de Naxxramas pour Wotelka classique. J'espère qu'il vous sera utile et que ce format de raid commenté vous a plu. Alors évidemment, c'est un run commenté, il est loin d'être parfait, peut-être qu'il manque certaines informations, donc je vous invite à lire bien sûr les informations qui sont sur le site, qui seront les plus à jour vis-à-vis des différents tests de la bêta. C'est également le plus gros projet de vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne concernant le même raid, donc si on prend en compte les vidéos au niveau 60. Si vous l'avez apprécié, eh bien likez et partagez, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut à Guild, ciao!